les caméras de télésurveillance, les JO avec la reconnaissance faciale, c'est ça. C'est une société où il se passera plus rien, il y aura plus de fécondité. Est-ce qu'il y a une piste de réconciliation entre la médecine allopathique et la santé au naturel ? Il n'y a pas forcément besoin de lutter contre un terrible ennemi totalitaire, parce que plus tu résistes, plus en face ça résiste. C'est la loi action-réaction. Dans cette période qui est noire, où il y a beaucoup de gens qui voient leur monde vaciller autour d'eux, est-ce qu'il y a des choses auxquelles ils peuvent se cramponner, se raccrocher? Est-ce qu'il y a des récifs un peu émergents à travers la tempête où ils pourraient trouver un petit refuge? Louis Fouché, welcome back au Chou, parce que c'est pas la première fois que tu viens dans nos murs, dans nos pages plutôt. On t'avait accueilli dans le numéro 40 pour une interview centrale. Je suis extrêmement content de te recevoir pour la première fois sur la chaîne YouTube. Ouais, moi aussi, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir que ça grossisse aussi. J'avais découvert le chou en même temps que finalement, enfin, j'avais déjà entendu parler, mais j'avais jamais vraiment lu. Et puis, la dernière fois, ça m'a permis de regarder plus près. Et puis, juste à côté du moment où vous m'aviez interviewé, il y avait tout un dossier sur la mort, tout un dossier où on allait parler un peu de la profondeur. Et moi, ça me m'était très agréable de voir que, des magazines, des journaux commençaient à aller travailler sur le fond, quoi, sur quelque chose qui était là à l'intérieur de nous, en profondeur, et pas juste sur le buzz superficiel. Merci de ton choix. C'est pour moi c'est important. C'est vrai que le magazine à la base c'était alimentation vivante, naturopathie, santé naturelle, et je dis mais la vie c'est pas que ça. La vie c'est aussi voilà tout le reste, la spiritualité, la mort, le développement personnel, l'écologie, la société. Parce que même si on se dirige vers quelque chose d'un petit peu plus vert, on reste quand même dans cette société, sur cette planète, avec tous ces autres humains qui vivent de façon différente, qui veulent pas forcément voir certaines choses. Et j'essaie toujours dans chaque magazine, surtout sur 120 pages, d'avoir un petit peu de tout, du haut, du bas, à gauche, à droite, parce qu'on est tous des êtres complets et complexes. Et d'ailleurs, là, on va un peu explorer avec toi. Je vais surtout te suivre. On va tourner autour du documentaire que tu as fait avec, je veux pas manger les noms, Stéphane Chatry, qui était à la réalisation, toi comme co-auteur, et notre ami qu'on a en commun, l'éditeur du documentaire, Fabien Moine, aux éditions Exuvie, avec Ouais, qui tu es exactement. Et aussi... ce documentaire, je peux déjà dire un mot sur. Tu parles des personnes qui ont participé. Moi, j'ai beaucoup de gratitude parce que je me rends compte que pour que quelque chose vienne dans la matière, arrive au monde, c'est vraiment la collusion de plein de monde, quoi. C'est tout plein d'énergie mise ensemble, comme des humains qui se mettraient autour d'un ouvrage et qui se mettraient à tisser ensemble, tu vois. On voit ça parfois dans la vannerie ou dans les ouvrages de tisserand des peuples traditionnels, où tout le village se met ensemble et puis se met à faire chacun un petit morceau et puis à les rabouter les uns avec les autres. Et donc, il y a eu Stéphane Chatry dont tu as parlé, qui a lancé l'idée, et avec qui on avait déjà fait un livre d'entretien, qui m'avait interviewé sur sa chaîne Éthique TV. Il parle beaucoup de permaculture, d'éco-construction, de solutions plutôt feel good, on pourrait dire. En tout cas pour moi. Alors pour certains, c'est vu comme une dangereuse décroissance sans confort, mais pour moi, c'est assez porteur d'espoir. Et on avait envie d'aller vers ça, c'est-à-dire dans cette période qui est noire, où il y a beaucoup de gens qui voient leur monde vaciller autour d'eux. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles ils peuvent se cramponner, se raccrocher? Est-ce qu'il y a des récifs un peu émergents à travers la tempête où ils pourraient trouver un petit refuge? Et c'était un peu cette ambition-là pour le film. Et donc on a réuni au fond des gens qu'on connaissait pas forcément, mais qui sont venus s'assembler. Anaïs à l'image, Folco et puis encore d'autres pour le son. On a eu la surprise d'avoir un jeune homme de 13 ans qui est venu. Alors c'est pas du travail déguisé ni rien, il était en stage, hein, mais qui était en instruction en famille et qui avait été en instruction en famille depuis tout le collège. Et il était étonnant parce qu'à 13 ans, il était d'une espèce d'aisance dans la relation aux adultes, on va dire. Et avec énormément d'expérience à raconter. Il avait été fauconnier médiéval comme stage, il avait fait de la télé, du cinoche, plein de choses, quoi. Et moi, je me suis dit waouh, il y a de l'espoir, quoi. Tu vois, souvent on dit les jeunes sont derrière leurs écrans, ils savent rien faire, ils sont perdus. Pas du tout en fait. J'ai l'impression qu'ils ont au contraire peut-être une sensibilité, une espèce de patience aussi là-dedans, tout à fait juste. Et puis enfin, le film il a existé que parce que c'est un crowdfunding, un financement participatif. Et ça, on en reparlera. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que les projets n'existent pas parce que juste il y a un individu qui a envie de faire sa start-up et qui veut la mettre dans le monde en force. Ça existe parce qu'il y a une communauté.
Parce qu'autour, il y a des gens qui ont besoin de ce qu'offre cette personne ou ces personnes et que ça y est, ça match, quoi. Ça se retrouve l'un face à face. Et là, en l'occurrence, on a eu un crowdfunding qui a rapporté plus de 100 000 euros, ce qui était complètement imprévu pour nous. On pensait pas que c'était possible, si tu veux. Alors, vous Voilà. excitez pas, 100 000 € pour faire un documentaire, ce n'est pas beaucoup. On parle plutôt en millions normalement, même pour des documentaires, soft. D'ailleurs, on va en parler tout de suite parce que c'est ça qui est étonnant. Vous êtes allés à la rencontre plutôt, vous avez été accueillis par 2 douzaines d'intervenants. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens sous la vidéo, vous pourrez aller le découvrir. Ils ont soit des chaînes YouTube inspirantes, soit des sites web, des blogs et des lieux qu'on peut aller pour certains visiter. Donc, je vous encourage à aller voir le documentaire parce qu'aujourd'hui on se rencontre parce que le documentaire est sorti il y a quelques semaines en VOD. Il a d'abord tourné dans les salles. Je vais quand même dire un chiffre, enfin 2 ou 3, j'aime bien les chiffres. Plus de 20 000 spectateurs, ça c'est quand même pas mal. Il a été projeté dans 107 cinémas, vous allez me dire c'est énorme. Mais en fait, en France, il y a plus de 2000 cinémas actifs encore à l'heure actuelle. Donc 107 cinémas qui sont engagés contre vents et marées, parce que c'est vrai que tout ce qui sort un petit peu des clous, on n'aime pas. Dès qu'il y a une tête qui dépasse, on la scalpe. Et ce crowdfunding a permis à ce documentaire d'exister. Il a été porté par tous les intervenants, par les créateurs, mais surtout par le public, et c'est ça qui est magique. Ouais, tout à fait. Bah, faut vous imaginer pour les gens qui nous écoutent qu'il y a une grande différence entre Avatar et Tous résistants dans l'âme, quoi. Quand vous arrivez avec Avatar ou un Disney, tous les cinémas l'inscrivent sur leur truc pendant des semaines. Ça fait partie de l'habitude, quoi. Il y a même pas de négociation à faire ni quoi que ce soit. Et puis l'ensemble de la société de prod envoie des affiches en 8 mètres par 12, des calicots, etc. C'est pas le cas pour un documentaire qui reste assez confidentiel. Et chaque salle, il faut aller la chercher avec les dents. Il faut aller essayer de convaincre que le gars du Cinoche que ouais, ça a un sens et tout ça. Et il se trouve que nous, dans les projections, il y a eu énormément de bâtons dans les roues. Il y a eu des gens qui ont voulu empêcher les journaux locaux. On dit c'est dangereux, c'est un film extrémiste, anti-vax et tout, alors qu'on parle pas du tout de ça. On parle de permaculture, on parle d'éco-construction, on parle d'école autrement, on parle d'art militant, on parle d'une autre façon de voir la santé, de voir le corps. Bref, on est au contraire dans des sujets très ouverts et qui pourraient rassembler les gens. Et au fond, on s'est rendu compte que c'était ça le plus dangereux. C'est dès que tu te mets à rassembler et pas à cliver. On aurait fait un truc très très virulent sur le Covid, probablement il n'y aurait pas eu de problème. En fait, ça n'aurait rien eu à foutre. Mais là, le fait qu'on fasse quelque chose qui puisse rassembler les gens, oula, il fallait l'empêcher. Et malgré ça, ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois que tu as eu des articles dans la Provence, le Ouest France, ou je sais pas quel truc local, que t'es toujours dégueulasse, qui parlait pas du film, etc. En fait, ça a permis à des gens d'être au courant et de venir. Et donc, les salles ont été remplies. Et la plupart des séances ont été avec des salles remplies, combles, avec des fois 400, 500, 600 spectateurs. Et les tenanciers de cinéma étaient étonnés. Ils disaient, mais c'est quoi votre truc? En fait, j'ai pas bien regardé. Pourquoi il y a autant de monde, quoi? Parce que là, pour Avatar, j'avais 50 personnes, quoi. Pour le dernier comique français, j'avais 3 personnes, quoi. Et à l'intérieur d'un système qui est en train de s'effondrer avec beaucoup de difficultés pour les gens qui tiennent des cinémas aujourd'hui, bah là, c'était comme s'il y avait un nouveau souffle, et puis avec une sorte de fraîcheur, parce que c'était les collectifs locaux qui organisaient les projections. Et donc, tu avais très souvent, des collectifs locaux qui venaient se présenter, dire, bah nous, on fait ça, nous, on est en lien avec tel agriculteur, avec la mairie, on a réussi à mettre telle chose en place pour les personnes âgées, etc. Donc, il y avait un échange et un ciné-débat qui permettait à la fois d'entendre parler de tous ces intervenants du film que tu as évoqué, mais pas comme des figures lointaines qui ce seraient des gens qui font des choses absolument incroyables, mais au contraire comme des gens assez proches et qui au fond ressemblent à ce qu'on aimerait mettre en place et qu'on est en train de mettre en place pour beaucoup de gens. Et donc comme une sorte de résonance, tu vois, d'aller-retour entre ce que font vraiment les spectateurs et ce que nous on montrait. Moi, j'ai envie de te dire 2 choses. C'est que là, on voit que j'allais dire la populace dont je fais partie, hein, a besoin de ces bulles de lumière, de pouvoir se reconnaître. Et là, c'est 2 heures de documentaire où on passe d'un petit univers à un autre petit univers, mais c'est tellement simple, accessible, que je pense que c'est ça qui leur fout les jetons. On voit aussi, vous avez d'ailleurs vous parlez un petit peu de la guerre des semences ou d'autres choses, des autorisations de mise sur le marché, des plantes, et
on a quand même l'impression que l'administration a envie de retirer comme ça tout ce qui est trop simple et tout ce qui est trop accessible. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on passe la bande-annonce du documentaire et après, je t'ai fait une sélection de quelques petits extraits, 3, 4 comme ça, très simples, hein, où je vais un petit peu te tirer les verres du nez, si t'es d'accord. Ok, c'est parti alors. Mais vers quel monde allons-nous? C'est à travers cette période difficile que j'ai choisi de faire un tour de France accompagné du docteur Louis Fouché pour aller à la rencontre d'acteurs et de spécialistes des sujets qui nous semblent essentiels pour la transformation du monde de demain. Le résultat des rencontres enrichissantes, régénérantes entre Louis Fouché et le célèbre permaculteur Damien Decazes, avec l'éditeur et expert en autonomie Bernard Bertrand, avec le génial créateur et inventeur Barnabé Chaillot, l'artiste plasticien subversif Malaki Farel, le scientifique et professeur Christian Perronne, l'éditeur et réalisateur spécialisé en santé intégrative Fabien Moine, mais aussi autour des thèmes comme les monnaies locales, les écoles alternatives et les habitats autonomes. Des échanges sincères et humains que vous vivrez vous aussi avec nous lors des projections et débats en salle. Construisons ensemble un monde plus juste, tourné vers le vivant, tous résistants dans l'âme pour éclairer ensemble le monde de demain. Ah, je l'ai vu 10 fois, mais à chaque fois, moi, ça me met, tu sais, ça me met les frissons. Donc, évidemment, il n'est plus en salle. Peut-être que on va le retrouver en salle, mais sa grande tournée est terminée. Vous l'avez maintenant en vidéo à la demande. Vous avez le lien sous la vidéo. Allez-y, ça permettra aussi aux réalisateurs et à ceux qui ont porté ce film de le porter encore plus loin. Et là, j'ai une première question pour toi. Très, très simple. Quelle est pour toi la première forme de résistance qui serait accessible à nous tous? Ouais, c'est une vaste question parce qu'il y a beaucoup de gens, ils veulent changer le monde, ils veulent s'attaquer à Bill Gates, ils veulent aller contre Monsanto, ils veulent en découdre avec les gouvernements ou avec les instances supranationales et internationales. Et donc, et ils ont l'impression qu'en allant dans le monde numérique, en gueulant sur Twitter, en allant envoyer des posts assassins sur Facebook, là, ils vont changer les choses. J'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression que ça se situe à un autre endroit, mais et donc je vais peut-être proposer quelque chose qui pourrait paraître étonnant, qui m'a été reproché, qui est l'idée que pour moi, la première des choses à faire, c'est non agir. Ça paraît étonnant, hein, mais c'est une leçon de la permaculture. C'est Masanobu Fukuoka qui a écrit un livre qui s'appelle La révolution d'un seul brin de paille. C'est un japonais agronome et ça reste un des ouvrages fondateurs de la permaculture où il décrit son système agricole autour du riz, etc. Et il décrit qu'au fond, il a commencé par ne pas faire comme d'habitude, ne pas et regarder, observer, être à l'écoute, attentif, avoir un ressenti intuitif profond, pas intellectuel, mais s'imprégner, être à l'intérieur du système et voir comment est-ce qu'il vit, comment est-ce qu'il respire, comment est-ce qu'il interagit de tous les côtés, en réservant son jugement, en étant dans le non-jugement, dans le non-faire. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que Masanobu Fukuoka, quand il décrit ça, il décrit aussi le fait que tous ces stagiaires, ils se lèvent à 6 heures du mat ou à 5 heures du mat pour bosser. Et donc, il y a un truc très paradoxal qui est non faire, non agir, va avec agir juste. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est à partir du moment où tu mets pas ton énergie à nourrir le monstre, eh ben, va se découvrir des failles, des brèches, des endroits où il va falloir que tu mettes ton énergie. Parce que imagine, tu décides que tu veux plus bouffer des trucs qui viennent de Carouf. Bah, il va falloir trouver à bouffer, hein. Mais il va falloir commencer à aller chercher le maraîcher du coin. Et peut-être que le maraîcher du coin, en fait, il s'en sort pas tout seul et qu'il est pas en bio, etc. Qu'il va falloir l'aider. Il va peut-être falloir aller passer quelques journées avec lui. Puis au moment où il a besoin de gens et où il dit, moi, ça me coûte super cher d'avoir des, et lui dire, bah non, tu sais quoi, appelle-moi quand tu as besoin, je suis là. Je prendrai des jours. En échange, tu me donneras ce que tu veux dans ta production, etc. Je te demande rien, même en échange. Moi, je vais t'aider à ce que ce soit possible. Et là, il y a un agir. Là, tu vas devoir bosser. Mais cet agir, il est banal. Et banal, je voudrais dire ça au sens médiéval du terme. Pour moi, toute l'action de résistance, elle est banale. Elle n'est pas grandiose, elle fait pas bling bling avec des paillettes partout, etc. Dans des téléréalités. Elle est banale. Elle est au quotidien de chaque jour. Au sens banal, au sens médiéval, c'est quoi? C'est le four banal, le moulin banal. Le four banal, c'est le four qui est au milieu du village et qu'on a tous en partage et dont on décide ensemble les règles du jeu. C'est pas chacun son petit four, etc. C'est le gros four, tu sais, qui est au milieu du village. Puis on va dire, ah ouais, là, on va tous faire la moisson, puis on va tous pétrir, et puis là, on va faire notre truc.
Et ça, c'est pas facile d'aller faire quelque chose de banal parce que justement, ça convoque les autres dans le village où on va devoir se mettre d'accord et peut-être se mettre sur la gueule. Non, c'était mon tour de faire du pain. Non, c'est ton tour. Ah non, pas avec cette farine-là, etc. Et là, il y a un vrai boulot à faire de sorte de réconciliation, de lente patience sous le baobab, de discussion pendant des heures avec les autres pour essayer de trouver ce qui est le plus favorable. Donc voilà, pour répondre de manière un peu plus simple à ta question, c'était non agir aux endroits où je suis convaincu que je vais me heurter à un mur. Et souvent, je vais avoir un feedback, c'est-à-dire quand j'y vais, parce que je suis en colère, parce que je vais m'en prendre plein la gueule. Et si je m'en prends plein la gueule, c'est que c'est pas le bon chemin. Et là, c'est Bruce Lee, quoi, tu vois, ou Jackie Chan, c'est be water, my friend. Sois comme de l'eau, quoi, tu vois. Si tu butes en plein dedans, bam, tu t'en prends plein la gueule et tout. Il faut trouver une autre voie infiltrative, trouver de l'aide, du soutien et tout ça. C'est Giovanni Falcone, qui était un juge antimafia, qui m'a beaucoup influencé, moi. Quand j'étais jeune, j'entendais parler de Giovanni Falcone en Italie qui luttait contre la mafia. Et je trouvais ça admirable, j'avais envie de faire ça, tu vois. Je trouvais que c'était un truc héroïque et tout. Et il dit à un moment, il dit, tu tombes si t'attaques à trop gros Mmh. par rapport à tes forces, si t'es pas assez soutenu et que t'as pas assez de personnes autour de toi. Et il est tombé, Giovanni Falcone, hein, il a explosé sur un tronçon d'autoroute, donc il s'est attaqué à beaucoup trop gros pour lui probablement, hein. La mafia a fait sauter un tronçon entier d'autoroute pour faire exploser sa bagnole, et il en est Oui, mort. il a Et il a glissé malencontreusement. ouais, c'est ça. Et, euh, et donc, ça pour moi, c'est une leçon, et y compris ces dernières années. C'est ce que je vois, c'est que tu as beaucoup de gens qui ont compris qu'il y a des choses qui allaient pas ces dernières années et qui sont tellement en colère qu'ils ont besoin de les hurler. Mais je comprends si tu veux, mais ça sert à rien. Pour le moment, ça sert à rien. Il y a une action beaucoup plus lente qui est déjà de se réconcilier entre frères et sœurs humains et de recommencer à parler. J'ai dit ça souvent de manière un petit peu humoristique. J'ai dit vous aurez fait un grand pas contre le totalitarisme quand vous aurez recommencé à discuter avec votre beau-frère. Mmh. Ce beau-frère-là, tu sais, celui avec qui on peut pas discuter, avec qui on n'est pas d'accord, qui pense qu'on est un dangereux complotiste ou je sais pas quoi. Eh ben, juste recommencer à discuter. Là déjà, c'est pas mal. Compliqué quand même, hein? Ouais, c'est compliqué et ça convoque quelque chose de très important pour moi. Je vais en parler là. C'est la différence entre l'intime et le public. Il y a une grande confusion aujourd'hui entre la sphère publique et la sphère intime. Les gens, ils voudraient tout régler de manière publique, tu vois. Parfois, ils mettent leur scanner, leur cancer du cul, Facebook, tu vois. C'est non, 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 ça c'est intime. Tu mets pas ça sur Facebook, c'est pas possible. Et il y a une confusion entre les deux parce que tu as des friends sur Facebook, tu as des followers et tu passes ta vie sur l'ordinateur et donc tu as l'impression que c'est le prolongement de chez toi avec des gens que tu vois tous les jours et tout ça. Mais c'est pas chez toi. C'est pas vrai, c'est un espace commun partagé où tout le monde peut tout voir. Et ça, c'est ce que certains philosophes avaient appelé le panopticon. Panopticon, ça vient de pan tout, opticon voir. Et quand tu vois tout le temps, un des premiers philosophes qui a décrit un lieu comme ça, c'était Jérémie Bentham au XVIIIe siècle. Et il a décrit ça en disant, bah voilà, il y a un gardien central et il voit tout le temps. Et il se passe rien du coup. Il n'y a jamais de révolte. Et il décrit que ce lieu idéal, c'est la meilleure des prisons. Et Bentham, il va mettre tout son argent à construire des prisons panoptiques. Et toute sa vie après. C'est un fou, hein, c'est un parano du Non, puis contrôle. Et, excuse-moi, mais on est un peu en plein dedans là, hein? exactement. Et Michel Foucault, après, qui a beaucoup travaillé là-dessus, sur la société panoptique et la société de surveillance intégrale, l'a montré, a dit, mais les caméras de télésurveillance, les JO avec la reconnaissance faciale, c'est ça. C'est une société où il se passera plus rien, il y aura plus de fécondité. Ah, la fécondité a besoin d'intime. C'est dans le noir le samedi soir, tu vois. C'est pas le porno, ça a jamais fait de bébé, tu vois. C'est pas c'est pas possible. Sous les caméras, par tous les angles de caméra, ça fait pas de bébé. Si tu veux des bébés, la graine, elle doit être dans un repli de la terre. Elle doit être cachée un petit peu. Elle peut pas être en plein vent, à la rage du soleil et de la poussière et tout ça. Elle doit se trouver comme une petite niche, tu vois, où elle a ce qu'il faut d'humidité, ce qu'il faut de solitude, ce qu'il faut pour pouvoir mettre un petit radicule. Et puis après, elle va hasarder un petit périscope de plantules et là, elle va dire j'y vais pas sûr, mais je peux explorer le monde. Et je pense que nous, on a pour exprimer notre potentiel héroïque, on va dire, on a Mmh. besoin de ces petits replis intimes à nous et aussi pour pouvoir partager avec d'autres dans la confiance. Si tu veux discuter avec ton beau-frère, peut-être que tu vas pas d'emblée lui parler du Covid, des semences, de la société de surveillance. Tu vas déboucher une bouteille et lui verser un verre de rouge. Et puis au troisième verre de rouge, quand vous aurez bien discuté, comment ça va les enfants? Mmh. Comment ça va les familles? Comment ça va ton ami? Comment ça va le travail? Comment ça va la santé?
Tu sais ce que font les gens d'Afrique du Nord, hein. Moi, mes Mhm. copains d'Afrique du Nord, on commence par ça, toujours. On commence par c'est le plus important, en fait. Ah mais Et attends, moi j'ai les origines de là-bas, enfin ça se voit peut-être un petit peu sur ma face, mais la cousine ça va, maman voilà. ça va, ça va, ça va. Voilà, je fais les bisous. Et c'est normal, c'est comme ça, on est comme ça. Voilà. Exactement. Et une fois que tu as tous ces labels, alhamdoulilah, qui se sont mis, là, enfin, tu vas pouvoir discuter des choses peut-être ou un peu tendues. Mais avant, on s'est rassuré. On sait qu'on est déjà des humains dans cet espace Mm. d'humanité partagée où, quoi qu'il arrive, on se fâchera pas. C'est pas grave. Tu vois, tout le reste, c'est pas grave. Ou On alors peut se on fâcher, peut mais on pourra se réconcilier. Tu vois, ouais. exactement, on peut se fâcher, mais sache que je te considérerai toujours en tant qu'humain et je me soucierai toujours de ton bien-être quoi qu'il arrive. C'est un peu, moi c'est ça que j'entends quand je suis avec justement des amis à qui on demande, d'abord on fait la liste de la famille, des amis, des collègues, et puis on reprend les anciennes discussions, t'avais tel problème, machin. Et maintenant on va parler du vrai. Et on peut potentiellement se fâcher, mais là j'ai 20 000 questions qui volent autour de moi. Je sais pas comment on va passer cette heure-là ensemble. Euh, ne pas faire, mais se remettre en question. En tout cas, prendre un pas de recul, si je comprends bien, pour agir juste, reprendre ses agissements un petit peu un à un, et puis voir est-ce qu'ils sont pérennes, bons pour tout et tout le monde. Et Et un mot là-dessus, c'est quand ton agir est juste, c'est facile. C'est-à-dire ça, le monde concourt à t'aider. Les autres t'aident. Tu trouves le crowdfunding. Tu vois, notre film, il n'aurait pas été juste, il n'aurait pas été financé. mhm, Les gens qui étaient montrés auraient pas été beaux. On n'aurait pas été les premiers au classement des documentaires dans Allociné. Tu vois, aujourd'hui, c'est le premier documentaire dans l'équipe mhm, des dans le silence assourdissant des médias. Hein. mhm, Ça aurait pas été juste. Peut-être les médias nous auraient célébrés, tu vois, parce qu'on mhm. sait bien que les médias ils célèbrent ce qui est pas juste. Euh, et donc tout ça, et c'est pareil le tournage. Ça va paraître bizarre, hein, peut-être un peu magique, peut-être même, mais c'est un tournage d'automne. Le tournage d'automne, c'est compliqué, hein. Il peut pleuvoir, il peut faire mauvais, pas y avoir la lumière. Et ben, je peux te dire qu'à chaque fois, la lumière s'est ouverte au moment où on lançait les caméras. À chaque fois, il y a eu juste le moment qu'il fallait avec le rayon de soleil et tout. Et la photo est très belle dans le film. C'est Anaïs, hein, c'est son travail, bien sûr. Mais c'est aussi que je sais pas comment dire, le destin est venu nous aider. À un moment, il y avait une scène irréalisable. On devait ramener plus d'une centaine de figurants. C'est un petit moment qu'on voit dans la bande-annonce, là. Oui. Et au fond, on a juste demandé aux gens qui avaient fait le crowdfunding, est-ce que vous voulez venir? Et ça a été comme une sorte de grosse fête. Toute la journée, c'était la fête. Et Mm. il n'y a pas eu besoin de talkie-walkie avec un service d'ordre et de sécurité, de briefer les gens. Tout le monde a fait naturellement et la scène, elle est très belle. Et, Magnifique, hein, magnifique, hein. les sourires, ils sont juste vrais. C'est pas, Mm. allez, il faut sourire maintenant. C'est, ben non, on était bien ensemble au bord de la falaise comme ça, à regarder tous les possibles, à regarder le futur et à la fois son côté vertigineux, à la fois son côté plein d'espoir. Et donc ça, ce film, pour ça, il a été un peu béni des dieux, quoi. Moi, j'appelle ça une petite scène de trou du cul à la fin pour te tirer l'alarme. Et chez moi, ça a fonctionné. Oui, non, le documentaire est absolument magnifique. Vous allez en voir des extraits là ensemble. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour vous à la fin, à la toute fin. Oui, je sais, je fais du teasing, ça, on n'aime pas, mais c'est comme ça. Vous restez avec nous. Euh, on passe directement à la question 2 parce que sinon on pourrait rester là. Et puis j'ai quand même envie d'arriver à te poser toutes ces questions que j'ai pris le temps de réfléchir. Est-ce que la résistance est un devoir à l'heure d'aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit? Ah ouais, alors, il y a beaucoup de gens qui ont discuté ce mot résistance, tous résistants dans l'âme, parce que c'était le titre de notre premier bouquin avec Stéphane. Et moi, je voulais pas que ça s'appelle comme ça. J'avais un nom très compliqué dans la tête, mais l'éditeur a considéré que c'était pas du tout vendeur. Moi, je voulais l'appeler Déplier le monstre, le bonheur d'une crise. Parce que je voyais un monstre comme un origami, tu vois, et qu'on le déplie et que ça faisait une page blanche et t'écris ce que tu veux après. Oui, Mais mais alors, c'était incompréhensible. Louis, je te dis un secret. Il faut que ça soit accessible à tout le monde, tu sais, parce que tout le monde n'a pas, voilà, je, Exactement. Et donc, ça n'a pas été le titre choisi, ça a été Tous résistants dans l'âme. Mais merci l'idée Daniel. de résistance, c'était voilà, l'idée de résistance, c'était le renvoi à 39-45 et donc à un imaginaire collectif fort. Et pour moi, il faut quand même bien faire la différence. Là, tu avais des jeunes gens qui devaient quitter leur famille avec des fusils, avec le risque de mourir directement, avec de la torture, avec des camps, etc. Et donc, ok, on résiste, mais ça va. On résiste dans notre salon, on résiste derrière notre ordinateur, on résiste, voilà, tu vois, en ayant à manger. Donc, faut mettre toutes choses égales par ailleurs.
Mais oui. Euh, et bien prendre conscience. Moi, j'y vois de l'humilité, si tu veux, de me dire bon, je fais ce que je peux et il y a des gens qui sont allés toujours beaucoup plus loin. Mmh Mais encore une fois, comme je t'ai dit, je pense que ça nous aide aussi à trouver que la résistance, elle est banale. Il n'y a pas Mmh. besoin de prendre des fusils. Il n'y a pas forcément besoin de lutter contre un terrible ennemi totalitaire. Parce que plus tu résistes, plus en face ça résister, c'est la loi action-réaction. C'est, Mmh. tu vas trop loin, tu dis à quelqu'un t'es un enfoiré, il va te dire ouais mais toi t'es un connard. Et ainsi de suite jusqu'à la guerre totale. Mmh. Si t'es obligé de dire ouais, on n'est pas d'accord. C'est vrai qu'il y a des trucs où vraiment je suis pas d'accord avec toi. Et en même temps, je vois qu'il y a aussi des belles choses dans ce que tu fais. Et, Mmh. et peut-être ça part d'une intention juste. Bah, si tu arrives à voir ça chez l'autre, l'autre va le réussir à le voir chez toi aussi. Et là, il y a une piste qui s'ouvre. C'est une rencontre. Les mots peuvent devenir des fenêtres. Ils ne sont pas obligatoirement des murs. Et parfois, il y a des choses révoltantes dans ce que font des gens en face de toi. Des choses où tu te dis profondément, ça me va pas. Comment est-ce que je peux dire ça mais que ce soit acceptable? Comment trouver un chemin, une progressivité aussi dans le fait de le dire? C'est-à-dire si je l'envoie tout de suite à la gueule de la personne, ça lui renvoie tellement un miroir violent qu'au fond, soit elle en crève, elle se fragmente en morceaux et elle se met à pleurer. On en parlait avant l'émission. Soit tu dis, il faut que j'arrive à trouver une sorte de douceur, de respect pour lui permettre une transformation. Parce que, ok, elle va peut-être s'effondrer et renaître, soit c'est possible, mais elle va peut-être s'effondrer ou alors elle va essayer de m'effondrer parce que c'est insupportable d'entendre ça et de subir ça, et donc elle va chercher à m'effondrer. Aujourd'hui, en face de nous, on a des gens qui ont tout le pouvoir médiatique et tout le pouvoir de propagande. Ils sont capables de raconter toutes les histoires qu'ils veulent sur Wikipédia, sur Google, etc., de créer des réputations à la con à des personnages comme moi. Tu vois, et tu te dis mais c'est pas possible. En fait, je regarde derrière de qui ils parlent, quoi. C'est Mmh. ça. C'est les gens qui me connaissent, c'est pas possible. Donc tout le pouvoir médiatique et de propagande, tout le pouvoir narratif. Mmh. Les gens qui ont tout le pouvoir exécutif. Ils veulent t'envoyer des LBD, des chars d'assaut pour t'arracher un œil, une main, si tu as le malheur de dire que l'essence est trop chère ou je sais pas quoi, pour les gilets jaunes par exemple, ils le font. Tout le pouvoir législatif, ils font passer des lois de folie où ils peuvent te mettre en confinement chez toi pour pas un rond, te forcer à remplir une attestation pour aller balader ton chien, enfin truc de malade. Euh, tout le pouvoir judiciaire, tous les jugements qui sont jugés, ils sont en faveur du pouvoir. T'as vu Mmh. que notre ministre de garde des Sceaux qui a fait des malversations et tout ça, on a dit ah il savait pas, le pauvre. Bon, allez, non-jugement. Tu te dis, mais attends, le gars, il est. Enfin bref, c'est pas le but de se révolter. Mais c'est insupportable en vrai. C'est-à-dire qu'il y a tout le pouvoir. Mmh. Et tout le pouvoir monétaire. C'est-à-dire tout l'argent, c'est de l'argent créé des novo par des banques, en gros, pour t'asservir, quoi. D'ailleurs, Mhm. tu endetté pendant les 45 prochaines années de ta vie pour te payer ta baraque. Et donc, tu vas faire le même boulot, quoi qu'il arrive, parce que c'est comme ça. C'est la banque qui décide de ton destin. Oui, Donc, et en plus, le système est construit, c'est que tu es taxé sur l'argent qui a déjà été taxé, et retaxé, et retaxé, hein. Donc, t'imagines cette Mmh. concentration des pouvoirs dans les mêmes mains, ce qu'on pourrait dire une oligarchie, Mmh. un tout petit nombre de gens, plutocratique, c'est-à-dire Plutos, c'est l'argent, hein. Tu sais, Pluto, le chien de Mickey, c'est l'argent, quoi, hein. Ouais, Et ouais. Moi, j'appelle ça de la plouco, parce que c'est les ploucs, hein. Pour moi, c'est les aussi. ploucs. Et donc, pour moi, si tu veux, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la non-violence n'est pas une option, Mmh. c'est la seule option. Si tu veux te dresser contre ces gens et ce monde-là, tu seras détruit d'une Mmh. manière ou d'une autre. Et donc, il faut trouver une autre manière de faire. Et il y a une phrase que j'aime bien en permaculture, c'est il y a toujours au moins une autre façon de faire. Mmh. Quand tu penses que tu es contraint, quand tu penses que tu es dans une impasse, il y a toujours au moins une autre façon de faire. Et souvent, justement, au fond de l'impasse, notre façon de faire, c'est vers le haut, quoi. Ou Mmh. vers le bas, hein, des fois. C'est passer par le sous-sol, etc. Et accepter ça, cette descente-là aux enfers. Mmh. Ou au contraire, c'est l'élévation vers les cieux, tu vois. Mais oui. Euh, donc, moi, je crois beaucoup à ça, que quand je pense qu'il y a que cette façon de faire là, il faut que je laisse la place à une autre possibilité. Donc ouais, il faut résister bien sûr, hein. Il faut pas laisser faire, mais trouver des manières de résister malignes, qui donnent envie, qui donnent de la joie et qui en miroir donnent aux gens de te envie aux gens de te rejoindre. Parce qu'il faut pas se tromper de cible. C'est pas ton beau-frère, ton ennemi. Mmh. C'est pas, le directeur d'école, c'est pas, le prof, c'est pas le médecin qui soigne ton père, c'est Mmh. pas eux tes ennemis. Eux, au contraire, ça doit devenir tes alliés. Et réussir à les transformer en alliés, Mmh. ça nécessite de susciter le désir et la joie et la paix et l'amour, quoi, quelque part. Mmh. C'est une de tes plus grandes qualités, dont tu nous as fait le cadeau là ces dernières années, d'avoir toujours cette justesse et de pas taper sur tout et tout le monde, d'essayer de garder toujours le meilleur pour avancer.
Moi, je t'avouerais que je suis peut-être un petit peu plus radical. Je pense que quand on a un tricheur en face de soi qui n'a que pour intention de détruire et d'asservir, je serais partisan de bon, écoute, ton jeu, moi, il me plaît plus. En plus, les règles, bah, elles sont toujours comme pour t'arranger toi. Je me lève, je vais aller jouer avec d'autres personnes. Là, c'est ça que moi Moi, je suis j'aimerais qu'on d'accord avec puisse toi. voir hein, comme résistance. Je peux en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont reproché d'être un peu un bisounours des fois et pas réaliste. Alors, je voudrais dire d'emblée que cette voie non violente, pour moi, c'est pas une voie idéologique, c'est une voie pragmatique. C'est-à-dire, je sais pas faire autrement. Et ça, c'est moi. Il y a d'autres gens, ils savent faire autrement. Ils ont des ressources pour faire autre chose, pour aller au combat, pour. Ok, moi, tout est ok pour moi. Mhm. Parce que dans la transformation qu'on est en train de vivre, je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Il y a la place et on disait ça, dans des groupes dont j'ai fait partie, où on cherchait un peu à changer le monde d'une manière ou d'une autre, en disant: «Il y a ceux qui sont contre le système, ils sont vraiment nécessaires. Ils vont taper sur le système». C'est comme s'ils arrivaient avec des piolets, bam, dans la tour d'ivoire, ding, ding, et ils se font mal au bras. Des fois, ça rebondit, c'est dur et la pierre, elle est dure. Mais de temps en temps, leur piolet, ils l'accrochent dans un trou, paf, et là, ils trouvent une brèche. Ils grattent et ils trouvent un truc. Et ça, c'est les gens qui font des procès, c'est les gens qui dénoncent le mensonge, c'est les gens qui vont défoncer ceux qui doivent être défoncés parce que c'est des menteurs, comme tu dis, c'est des tricheurs et des voleurs. Donc évidemment, ils doivent se prendre un truc dans la gueule. Mais ça, c'est ceux qui sont contre. Et c'est pas payé en retour. C'est-à-dire, tu vas t'en prendre plein la figure, ça va être dur, personne va te dire merci, etc. Mais heureusement qu'il y en a. Heureusement qu'il y en a. On a Parce besoin de que toutes ces les gens-là, voix. Hein. ouais, et ils créent des brèches. Ils créent des brèches dans la tour d'ivoire du système. Parce que quand tu dénonces et que tu dis non, mais attendez, sur le Covid, c'est pas comme vous dites, quoi. Mm. Et ben là, tu crées des brèches. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui se disent, bah ouais, moi aussi, je pense ça instinctivement, tiens. Et ça veut dire que notre système de santé, peut-être qu'il ne chercherait pas la santé. Peut-être que c'est un système de vente de remèdes et de maladies. Ah mince, ça fait longtemps que je le pensais, mais là, je le vois. Parce qu'il y a des gens qui sont allés contre. Ok, donc il y a des gens qui sont contre. Tu as des gens qui sont à côté. Eux, ils expérimentent l'alternative. Ils disent, ouais, c'est bon, moi, je joue plus. Je joue plus votre truc. Je m'en fous de votre argent, en fait. Je vais aller faire de l'Eushco, de la June, de la roue, de la pêche, de la June, de la monnaie libre, des gratiférias. Je vais aller faire des médias alternatifs où je vais parler de la beauté, de l'art, etc. Ok, je vais réunir des gens sur de la santé alternative. C'est super. Eux, ils vont expérimenter là-dedans et il y aura à boire et à manger. Hein. Il y aura des trucs ça marche, des trucs ça marche pas. Ok, c'est un répertoire de possibles qui est créé. Et puis il y a ceux qui sont dans le système. Mhm. Eux, ils avalent des couleuvres depuis des années, hein. Ils sont profs, ils sont instits, ils sont, ils sont journalistes dans les médias dominants, ils sont médecins, ils sont administratifs, ils sont chefs d'entreprise à essayer de faire vivre leur petit business, dans un système qui cherche à les détruire en France, tu vois? Mais et ils sont là, ils tiennent la baraque, quoi. Heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'il y a encore des artisans qui font des trucs, même si, c'est dur et cetera. Heureusement qu'il y a des profs et puis en plus, ils peuvent mettre des bâtons dans les roues. Pendant le Covid, heureusement qu'il y a des profs qui étaient encore dans l'éducation nationale pour dire aux élèves: «Eh, tu sais quoi, le masque, tu fais ce que tu veux, Kevin. Je m'en fous, en fait. Tu le mets, tu le mets pas. C'est pas mon boulot, je suis pas flic, je suis prof. Tu fais ce que tu veux dans ma classe. Tu veux respirer, et moi, je vais pas le mettre, tu sais quoi?» Et heureusement qu'il y en avait des comme ça, parce que là, il y a des élèves qui se sont dit: «Ouais, ça va, c'est bon, on va redescendre un peu, quoi». Et ils ont permis à des enfants de tenir le coup, tu vois, quelque Mhm. part. Heureusement qu'il y avait des médecins, euh, et là ça va peut-être choquer des gens qui sont restés dans le système et qui ont triché Bien pour sûr. soigner, pour dire bah ouais, le Covid, peut-être qu'il y a tel traitement, peut-être que la vitamine C, la vitamine D, le zinc, des traitements précoces, etc. C'est utile, l'oxygène, les corticoïdes, plutôt que de dire paracétamol et bonne chance et je m'en fous et je te soigne même pas. Mhm. Peut-être que c'était bien aussi qu'il y ait des médecins qui restent dans le système pour faire défaut, pour dire putain, tu dois faire un stage, tu as besoin de ton pass et tout. Mhm. Tu veux pas? C'est contre tes convictions, ton respect de ton propre corps, c'est ton corps, c'est ton choix, ça c'est OK pour moi et je comprends que cette loi, elle a aucun sens. Tu sais quoi? Je vais t'aider à avoir un pass pour faire ton stage. Mhm. OK, et il y en a, heureusement, héroïques qui l'ont fait. C'était très dangereux pour eux. Il y en a qui ont des procès et tout ça et donc tu vois, il y a des gens qui sont contre, des gens qui sont en dehors, des gens qui sont dedans et probablement nous, on est les 3 en même temps. Il y a des endroits où on est dans le système. Il y a des endroits où on est contre et il y a Ouais. des endroits où on expérimente des alternatives et l'idée, c'est que ça doit rester juste, encore une fois, avec une boussole qui est un peu celle de Spinoza, qui est celle de la joie. Mhm. Mon avocat, par exemple, il fait un procès à quelqu'un, il est joyeux, il est content, il défonce le mec, il
il est là, ouais, yes, on l'a eu, tu vois. Et c'est son trip, quoi. Il est avocat, c'est normal. Heureusement qu'il aime ça. Euh, Moi, c'est pas mon trip, tu vois. Mais et donc c'est bien comme ça. Voilà. Je sais pas Mhm. si ça éclaircit un peu cette position où on pourrait avoir un peu de nous qui est dans la révolte, un peu de nous dans la construction d'autre chose, et un peu de nous qui est à l'intérieur pour essayer de faire changer d'échelle aux endroits où la révolte a créé des brèches. On sait que ça tient plus. On va chercher dans les répertoires de possibles autre chose. Notre école, elle est malade. Les enfants, ils sont pas bien. Mhm. Ok, il y a des gens qui ont mis des brèches là, qui ont dit ça va pas votre truc. Ah tiens, je vais chercher de la méditation, je vais chercher du travail sur les émotions, je vais chercher du yoga, je vais faire des ateliers de cuisine avec des gens qui font de la cuisine vivante, etc. Je peux mettre ça à l'école. Et c'est juste pour les enfants. Tu vois, et heureusement qu'il y a des gens qui ont critiqué, qui ont dit putain, mais vos contrats Sodexo dégueulasses à la cantine, là, à bouffer de la merde, ça va pas, quoi. Les enfants, ils doivent pas bouffer de la merde. Et personne ne bouffer de la merde. Enfin voilà, donc j'espère que ça ouvre cette voie de la non-violence d'une manière plus, pas juste bisounours, quoi. Mais bien sûr, et petite parenthèse, c'est qu'il y a des collectivités qui n'ont pas attendu sur les administrations pour mettre en place des choses qui soient meilleures au niveau, par exemple, des écoles, des cantines. Il y a des villages qui ont déjà fait le changement il y a quelques années et ils n'ont pas attendu à ce qu'on leur donne des aides, à ce qu'on leur donne l'autorisation de le faire. Ils l'ont fait. Point. Je t'emmène au jardin, parce que voilà, on va avancer. Je t'emmène au jardin, on regarde un court extrait et après on continue avec mes questions. Ça me fait penser finalement à la guerre des semences aussi, quelque part. Oui, on était très proche de Cocopelli, de Graines del Pays et des autres fournisseurs de graines. On a vécu les mêmes combats, on s'est épaulés tous ensemble. Pareil aussi avec le syndicat des simples qui défendait les plantes médicinales. On a été mêlés à tous ces combats. Ce sont des combats pour lesquels il faut rester très très vigilant parce que l'administration est toujours prête à mettre en place une nouvelle loi qui sera toujours un petit peu plus restrictive et dont on se rend compte dont le but est toujours de priver le citoyen de son autonomie. Et ça, c'est juste pas acceptable. Ces plantes-là, ces produits-là font partie du domaine commun. Ils ont une ancienneté telle qu'on est sûr effectivement qu'il n'y a pas de problème avec. Pourquoi les interdit-on? Si ce n'est effectivement pour faire plaisir au lobby, leur permettre de mettre sur le marché des produits 10 fois, 20 fois, 100 fois plus chers et faire en sorte que le citoyen n'ait plus d'autonomie. C'est ça, l'administration devient l'agent de l'industrie pour faire perdre les savoirs, faire perdre les savoir-faire et finalement laisser le monopole dans les mains de l'industrie. C'est très important ce que tu soulignes là, je pense que ça fait partie de la résistance, que les gens se réemparent des simples, des semences, de toutes ces plantes compagnes qui sont là et de ce qu'on peut en faire et à quel point elles accompagnent le jardin. Exactement. Donc là, on vient de voir un extrait avec Bernard Bertrand, qui est juste une pépite parmi les 24 autres. Ça peut paraître assez choquant ce qui vient d'être entendu, et pourtant c'est une vraie réalité. Il y a eu une guerre des semences et ça continue d'ailleurs. Et à ton avis, comment on a réussi à se laisser déposséder d'un bien commun aussi important que sont les semences, et l'eau va suivre là, on est dedans, hein. Donc à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Ah ouais, c'est un vrai sujet. Alors d'abord, je peux dire que Bernard Bertrand, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, moi, qui a inventé une autre façon de faire de l'agriculture complètement à rebours au moment où l'agriculture devenait de l'agro-industrie, où les parcelles devenaient de plus en plus grosses. Lui, au contraire, il a fait une sorte de micro-ferme avant l'heure, en permaculture avant l'heure. Ça n'avait pas besoin de s'appeler permaculture, ça n'avait pas besoin de s'appeler micro-ferme. Il l'a fait, quoi. Et il a élaboré, élargi son regard. Il est devenu éditeur, il est devenu auteur, écrivain. Il a fait des films, il s'est pas contenté de rester juste moi je fais que du porc ou que non, il a eu une ferme en polyculture, polyélevage, vraiment où les choses se répondent les unes aux autres. Et il a participé à ces guerres dont tu parles, la guerre de l'ortie d'abord, qui est le purin d'ortie qui est censé être interdit parce que c'était trop dangereux. Imagine, on met des ARN sur le marché aujourd'hui, mais le purin d'ortie, c'est super dangereux, quoi. Et évidemment, c'est parce que ça nuisait à la vente de pesticides et d'engrais par les grandes compagnies, quoi. Et puis ensuite, effectivement, cette histoire des semences avec Cocopelli, Gran del País, il y en a eu plein d'autres, hein. Aujourd'hui, il y en a et peut-être les gens connaissent Vandana Shiva, qui en Inde a beaucoup travaillé sur cette question de la liberté des semences.
avec un répertoire autorisé pour les semences qui restreint le champ des possibles, parce qu'il faut une sorte d'AMM pour arriver à mettre une semence sur le marché. Et que la plupart des semences qui sont mises sur le marché aujourd'hui sont ce qu'on appelle des hybrides F1, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de les reproduire nous-mêmes. Alors que normalement, un fermier, un jardinier, etc., évidemment, il repique ses semences et il les réutilise d'une année sur l'autre. Et elles sont adaptées à son terroir, elles s'adaptent au climat, aux contraintes de sécheresse, aux températures, aux choses comme ça. Là maintenant, il faut des semences stéréotypées, où finalement le résultat attendu sera toujours le même. Et ça part finalement d'une espèce de volonté de contrôle sur le vivant. Tu voudrais pas voir advenir un truc pas comme il faut. Un gars un peu tordu, un gars qui pense pas, qui va pas faire comme on avait prévu pour lui, comme son papa et sa maman avaient bien décidé le chemin, etc. Non, il faut pas laisser venir ça parce que c'est dangereux. Peut-être qu'il va trouver des choses différentes, peut-être qu'il va explorer des nouveaux possibles, peut-être qu'il va ramener des pépites, peut-être qu'il va rater sa vie. Alors ça, c'est ce rêve programmatique qu'on aurait sur l'existence. Pour moi, il date du XVIIIe siècle, déjà avant peut-être, hein, mais c'est la peur, c'est lié à la peur du manque de contrôle. Et donc on va tout vouloir contrôler, que tout soit automatique, que tout soit algorithmique, que tu aies un ordinateur presque qui le fasse à ta place, ce serait beaucoup mieux, avec un rendement qui serait toujours le même. Et donc ça va commencer avec la météo. Tu veux savoir la météo dans 15 jours. Non, mais en vrai, on s'en fout. Enfin, tu sors le matin, tu regardes et puis tu t'adaptes, quoi, non? Et ben non, là, il faut que tu saches à l'avance pour pas louper tes vacances et que ça se passe exactement selon le plan. Et toute ta vie, elle va devoir être selon un plan. Et donc les hybrides F1, ces semences-là, faites par l'industrie, elles sont calibrées. Elles vont toujours donner le même genre de légumes, toujours le même genre de truc, qui va tenir tant de temps, et qui sont adaptés au circuit long. C'est-à-dire tu vas pouvoir les emmener à la coopérative. La coopérative va les stocker ensuite, les mettre en boîte, les laisser pendant des semaines, etc., pour les emmener à Rungis. Après à Rungis, elle va les redispatcher sur les marchés, etc. Et enfin, elle va être dans ton Carouf ou dans ton Leclerc. Et ça, c'est ce qu'on appelle les circuits longs. Et donc évidemment, il te faut des trucs qui sont robustes. Même s'ils ont aucune capacité nutritive et nutritionnelle, même s'ils sont en fait dégueulasses en goût, c'est pas grave parce que ils vont tenir le coup pour le circuit long. Donc tu commences à faire des légumes et des produits pour l'économie et pas pour la vie. Et au fond, toute notre existence aujourd'hui, elle est tournée autour de ça. Servir le système économique. Tu vas pas bosser pour exprimer ton talent, ta joie et ta beauté. Tu vas bosser parce qu'il faut, faut rapporter des ronds, quoi. Et payer ton Oui, mais crédit. Et comment c'est on a laissé faire ça quand même? Parce que maintenant, je veux dire, c'est un bien commun. C'est quand même ça qui nous nourrit, qui nous fait avancer. Et tout d'un coup, on nous le retire, puis nous, on dit rien. alors il y a des gens qui disent hein, quand même, heureusement, Oui, mais et c'est une portion congrue. Il y a beaucoup de gens qui réalisent pas, qui comprennent pas en fait la profondeur de cette crise-là, qui perçoivent pas à quel point on va vers un asservissement et un totalitarisme. C'est-à-dire qu'une fois que tu as plus que quelques 5 ou 6 ou 10 multinationales semencières qui décident de quelle semence tu as droit d'utiliser, pas le droit d'utiliser, et qu'on mange tous exactement la même chose, on devient tous des humains pareils, stéréotypés. On va tous se ressembler, quoi. Hein. C'est bien, à la fin, on n'aura que des clones. Et ce sera la guerre des clones, tu vois. Donc, pour moi, il y a ce double mouvement qui est à l'œuvre actuellement dans notre société. D'un côté, un raidissement totalitaire complètement conformiste. Et c'est vrai dans toutes les institutions. Ça va être dans l'agroalimentaire, mais ça va être à l'école, ça va être dans la monnaie, ça va être, tu vois, une seule monnaie pour tout le monde. Et c'est un anneau pour les gouverner tous, tu vois. One ring to bind them. Et tu vois, c'est dans le Seigneur des Anneaux, hein, c'est un anneau pour, dans les ténèbres, les lier, quoi. Tu veux un truc unique pour tout le monde pareil. La même structure de la ville, le même centre-ville historique avec les mêmes boutiques, tu vois, tout est pareil. Ça devient complètement stéréotypé. T'as d'un côté ce truc-là, puis de l'autre côté, t'as l'irruption du sauvage. Et c'est en train d'arriver, ça aussi c'est très joyeux, c'est que dans le même mouvement, t'as un foisonnement d'initiatives bizarres, alternatives, qui viennent tout foutre en l'air. Ça va être vrai dans la monnaie. Tu auras toutes les monnaies dont on a parlé tout à l'heure, là, des monnaies locales, des cryptos, du bitcoin, il y en a tellement, tu sais même plus, quoi. Et c'est le sauvage, ça. Il vient essayer de foutre en l'air ce système totalitaire qui se raidit. Et le sauvage, il fait peur. Donc plus il y a du sauvage, plus le système totalitaire, il se raidit, il se cramponne. Parce qu'il veut rester dans son truc domestique. Tu auras la même chose pour les loups et les moutons dans les Alpes ou dans les Pyrénées. On aura un cheptel avec 8000 têtes et des bergers qui sont des vacataires, qui viennent 2 semaines par été, tu vois. Ils connaissent pas les troupeaux, ils connaissent pas les chiens, ils connaissent pas les bêtes, ils connaissent pas le terroir. Et il faut que ce soit pareil pour toujours faire les mêmes bêtes, et ça.
Et donc, c'est un truc délirant en vrai. C'est pas un pastoralisme pérenne. Et puis de l'autre côté, tu auras l'arrivée du loup. Le loup, il va arriver, il va bouffer des loups, il va bouffer des moutons, il va foutre en l'air le cheptel, il va venir questionner, il va dire, regarde ça, si tu continues comme ça, je vais te le bouffer. Et puis à la fin, on rentre dans un système fou où tu as des aides pour payer le mouton que tu t'es fait bouffer par l'Europe, etc. Et donc tu vis avec les aides de l'Europe pour payer le mouton. Enfin bref, et on spécule sur la bouffe du patou. Le patou va lui-même bouffer des promeneurs. Enfin, waouh, le délire complet. Pourquoi? Parce que le sauvage doit venir. C'est comme le spermatozoïde qui va féconder l'ovocyte, tu vois. C'est nécessaire. Ouais. Et parce que sinon, ça s'arrête. La vie s'arrête. Et ça va être vrai aussi dans le système, dans l'école. Tu auras l'école de la République standard qui fait des débiles, qui te met sous la table au début de l'année en disant il y a des dangereux terroristes, attention, surtout ne faites rien. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les écoles. Hein. Ou alors, tu auras un foisonnement de possibles et de plein d'autres écoles dans la nature, avec des séances de méditation, avec tout ce qu'on connaît, quoi. Et en fait, c'est ça qui est paradoxal dans la société, que c'est les deux sont en train d'exister. Et ça, c'est assez flippant quelque part parce que c'est pas confortable. Le sauvage, on n'a jamais dit que c'était gentil. Hein. On n'a jamais dit que c'était facile. Ça vient de manière sauvage, comme les jeunes des banlieues qui arrivent avec les kalachnikovs en centre-ville pour dévaliser les magasins Gucci, quoi. C'est ouais. En fait, votre système avec des magasins Gucci et Chanel en centre-ville pour les gens riches, c'est pas possible. Ça peut pas durer. Vous pouvez pas maintenir ces écarts de richesse entre les gens et sociaux. Et donc, évidemment, vous allez avoir des gens qui vont venir faire éruption et essayer de tout casser. Donc, on est à ce moment-là où il faut réussir à survivre à l'intérieur de ça. Et c'est pas évident, quoi. C'est un peu comme la fin de la Rome antique, tu vois, avec Rome qui se raidit, et puis de l'autre côté, les invasions barbares. Et puis là-dedans, toi, t'essayes de trouver ta place. Ben c'est ce que tu disais au départ, hein, il y a une force qui se met dans un sens et puis l'autre en face, alors que on devrait plutôt essayer de désamorcer la chose, mais bon, comme il y en a toujours un qui veut pousser mémé dans les orties et puis venir narguer le peuple, mais bon, ça c'est un autre sujet. Dans l'extrait que je t'ai proposé, à un moment donné, Bernard Bertrand parle du système administratif qui va rajouter encore une loi pour encore enlever plus de liberté possible. Mais est-ce qu'on peut encore attendre quelque chose du système administratif? Non, pour moi, effectivement, le système administratif, il est lui aussi en train de devenir totalitaire. Et par totalitaire, j'entends, il rentre dans tous les pores de ta peau. Il veut contrôler tous les aspects de ta vie, ce qui se passe chez toi, comment tu nourris tes enfants, comment tu gères tes poules, tu vois, des trucs de fou, quoi. Est-ce que tu récupères l'eau de pluie ou pas? Allez vous faire voir, c'est pas chez vous, quoi. Tu rentres pas chez moi, c'est ça. C'est comme quand le ministre de la santé te dit, les personnes âgées devront prendre la bûche dans la cuisine et les autres être. Tu rentres pas chez moi, t'es ministre de la santé, t'es pas mon coach, quoi. Tu vois. Et là, il y a vraiment une confusion, encore une fois, entre l'espace public et privé. C'est-à-dire, le public est en train de rentrer dans l'espace privé et de rentrer jusqu'à y compris dans ton corps, avec une sorte de viol. Et ça, pour moi, c'est le problème du totalitarisme. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à entendre ça. Hein. Ça leur fait peur quand on dit ça. Ils disent non, mais quand même, tu peux pas comparer les nazis, le stalinisme et ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Bah si, je pense qu'on peut comparer. Que comparaison, ça veut pas dire que c'est pareil. Hein. Ça veut dire justement, on essaie de comprendre. Et l'administration est l'outil du totalitarisme parce qu'elle est ce système froid, implacable, mécanique, on pourrait dire presque algorithmique, qui va prendre des décisions où il n'y a pas d'humain, pas de cœur, pas de vivant. C'est des décisions rationnelles, mathématiques, en vue de la meilleure optimisation. Et d'ailleurs, la plupart des administrations aujourd'hui sont remplacées par des algorithmes, des chatbots, tu vois, tes impôts maintenant, tu les payes plus en allant voir le gars, le précepteur, à qui tu pourrais dire oui, mais enfin mon loyer, vous comprenez, dans 2 semaines, on peut discuter. Ouais, bon, je repasse dans 2 semaines, on verra. Non, là, c'est à telle date, sinon c'est 10%. Le flic, c'est pareil. Le flic, t'as grillé le feu rouge, tu dis bon, j'étais pressé, je vais chercher ma copine ou mon copain à la gare et tout ça. Je voudrais vraiment pas le louper parce qu'on se voit rarement et tout ça. Je suis désolé, je le referai plus et tout. Et dit, ah, c'est bon, allez-y quoi. Non, la caméra vidéosurveillance, elle réfléchit pas. Elle te dit pas c'est bon, allez-y. Elle te balance les 135 € et les 2 points ou je sais pas combien. C'est comme ça, tu vois. Bon, quand même, il faut dire une chose, c'est que aussi, en parallèle, l'humain est devenu de plus en plus comme ces machines. Et je pense, je me permets, je fais une petite parenthèse, c'est bien moi qui parle et pas Louis. Hein, j'ai l'impression qu'on a engagé une bande de débiles pour agir comme des machines. Je voudrais pas voir les résultats de QI des forces de l'ordre parce que je pense qu'on pourrait avoir les jetons.
Petite parenthèse fermée. Autre petite parenthèse, à un moment donné, Louis a glissé l'histoire de l'eau de pluie qu'on pourrait venir contrôler chez vous. Oui, c'est une réalité. Il pense à statuer sur ce sujet-là aussi. Ouais, sur à peu près tous les sujets, hein. Donc Mais oui. ça c'est à quel moment quelque part comme d'hab j'essaie de voir les choses autrement juste que dans la révolte, hein. C'est je pense que comme tu le dis, la plupart des humains sont en train d'être transformés en machines, en rouages de machines, et qu'on leur demande de faire des choses qui sont au fond inacceptables pour leur cœur, et que ça fait des années qu'on nous prépare à l'inacceptable. Tu vois des gens dans la rue, tu peux rien faire. Il y a des mendiants, tu peux rien faire. Il y a des gens, des migrants, tu peux rien faire. C'est comme si on te mettait en impuissance systématique depuis des années pour dire je vais me blinder. Petit à petit, je vais plus ressentir. Je vais plus ressentir justement cette impuissance, c'est insupportable. Et au fond, je vais faire les choses de manière mathématique. Alors, c'est en train d'arriver, c'est vrai, mais je vois le sursaut de l'humain. Je vais raconter une histoire. L'autre jour, ma fille est invitée, c'était pendant le pass, quoi. Nous, on n'avait pas de pass. On voulait pas de pass. C'était niette. On n'aurait jamais de pass. Et donc, ma fille est invitée à un anniversaire dans un truc de trampoline, tu vois, dans une zone industrielle. Tout. Maintenant, il y a beaucoup d'anniversaires comme ça. Puis elle avait envie d'y aller. Puis ça allait l'air sympa, quoi, les trampolines, tu vois. Donc, mais elle dit, ouais, il y a le pass et tout, je pourrais pas y aller et tout. Ma femme, je fais, attends, on va voir. On sait jamais, quoi. Attends, on y va, on va voir. Donc elles y vont, puis elles se retrouvent dans la queue. Et il y a ma fille qui avance le long de la queue, elle voit la dame du truc de trampoline en train de scanner avec sa douchette les QR codes. Et elle dit oh là là, mais on va jamais pouvoir passer, c'est pas possible. Elle scanne les QR codes et tout. On n'en a pas. Ma femme dit attends, on sait pas, on va voir. Puis elles arrivent devant la dame, puis la dame leur dit ah, votre QR code s'il vous plaît. Ma femme lui dit j'en ai pas, j'en aurai jamais. Et la dame lui dit ah c'est bon, vous pouvez passer. Et là, du coup, elle rigole, elle dit mais attendez, je comprends pas le principe du coup, c'est quoi le coup alors? Ah moi je fais simple. Vous avez le QR code, je le scanne. Vous l'avez pas, je peux pas le scanner. Et tu vois, c'est implacable. Je veux dire, c'est à la fin, le système administratif, il devient tellement con que ouais, OK, tu as des brèches partout, tu as des failles partout. Et ça, c'est ce qui est hyper rassurant pour moi. C'est-à-dire, les dernières années qu'on a connues, en termes de totalitarisme, étaient extrêmement brutales. Tu n'avais pas le droit de. Pour balader ton chien, il te fallait une auto-attestation quand même. Hein. Les gens doivent s'en souvenir. Il fallait mettre ton masque pour aller pisser, mais l'enlever pour finir ta mousse au chocolat. Truc du délire complet au restaurant. T'avais pas le droit de certaines personnes qui avaient des maladies pouvaient pas aller se faire soigner à l'hôpital parce qu'ils n'avaient pas le pass, etc., pas avoir leur chimio et tout. On est arrivé à un niveau de transgression très important et de contraintes très très important. Et ben malgré ça, tous ceux qui ont voulu savoir comment on soigne le Covid, malgré la censure, malgré tout ça, ils ont su comment faire. Tous ceux qui ont voulu savoir retrouver d'autres gens pour se rejoindre, s'entraider et tout, ils en ont trouvé. Tous ceux qui ont voulu ouvrir des bars clandestins, et je peux te dire, j'ai parcouru la France, il y a eu partout des bars clandestins, et ben ils ont fait des bars clandestins. Aussi, en Suisse aussi, mais je n'ai jamais vu autant de gens bourrés dans la rue. Exactement. Il y a des gens, même plus on leur a interdit de sortir, plus ils sont sortis. Je vais raconter une autre histoire, mais je vais chez le buraliste juste à côté de chez moi au moment où ils disent qu'il y aura les auto-attestations. Enfin, c'est ma femme qui y va. Et elle dit je voudrais un stylo qui peut s'effacer avec une gomme là, tu sais. Il y en a des bics que tu peux effacer avec des gommes. Un mec fait vous êtes pas la seule à avoir eu l'idée. Hein. J'en ai plus, j'en ai recommandé. Et tout le monde avait fait un bic. Et ma femme, je peux t'assurer que toute la journée, elle avait des autorisations de sortie pour toute la journée, quoi. Donc ça, c'est très rassurant pour moi. Ça veut dire plus le système il devient con et totalitaire et automatique et algorithmique, plus il a des failles et brèches. Et ces brèches, elles sont liées à l'humain justement. Et ça, c'est très rassurant. Donc voilà, je suis pas du genre à me laisser avoir peur, mais en même temps, je veux regarder les choses avec réalisme. Quand tu regardes vraiment, tu te rends compte que c'est toujours plus subtil que la première image d'intimidation qui t'est donnée. C'est pour ça que je dis toujours, ne les prenez pas pour plus intelligents qu'ils ne le sont. Des brèches, il y en a tout le long. On a parlé, tu as parlé savoir, je me disais, tiens, chouette, ça va aller avec l'extrait suivant. On va aller voir l'artiste qui a été dans le documentaire, un peu en plus au milieu, central, avec sa vision, son truc, il s'appelle Malachi Farrell, artiste plasticien. On voit le petit extrait. Ouais, aujourd'hui, on a une écologie un peu édulcorée et qui voudrait dénoncer l'humain et le vivant comme le problème, alors que là, dans ton œuvre, c'est bien le système technique, non, qui est montré du doigt. C'est qui ce they?
dont tu parles dans le titre. The Day, en fait, c'est nous-mêmes, en fait. C'est assez intéressant. C'est que peut-être qu'on doit se poser des questions de ce qui on critique, mais de ce qu'on est nous aussi. Donc, se poser des questions. Je pense que c'est déjà, et dans le sens de notre nature, de comprendre notre société. Donc, je pense que là, déjà, on met les choses en place, comme un point de vue, une pensée. C'est intéressant parce que quand je la regardais, les premiers battements me semblaient comme des battements d'un cœur. Absolument. Et puis ensuite, ça s'ouvre comme si tu voyais les organes, comme si tu rentrais Absolument. comme un chirurgien à l'intérieur. Absolument. Mais je crois que c'est à tout le monde d'interpréter sa version aussi de la mise à mort de la nature. Je crois que chacun a son cauchemar de ça. Chacun se rend bien compte que nous sommes plus proches d'un arbre que d'autres choses. La nature est nous, et nous sommes la nature. Mais apparemment, nous ne l'avons jamais vraiment compris. Et finalement, tu fais des systèmes techniques et des machines qui ont comme des algorithmes qui vont se déclencher et puis déclencher un certain type de réaction de la part de l'œuvre pour parler justement du système technique dans lequel on est pris et dans la systématique dans laquelle on est prise. Je pense que pour moi, c'est ouvrir plein de sujets. Par exemple, qu'est-ce que la technologie? Qu'est-ce que le savoir? Est-ce que c'est pour fabriquer des armes? Beaucoup de choses. Le savoir sert à quoi? Alors Louis, le savoir, ça sert à quoi? Si on fait ça, on a déjà fait un gros morceau du chemin et ça change déjà beaucoup de choses. Birthright for all people to be happy, strong and healthy. La santé, si on devrait la définir en tant que telle, c'est être adaptable. Toutes nos maladies sont le résultat de nos habitudes de vie. On a oublié qu'à l'autre bout, il y a un consommateur. Quand on voit les informations, bien sûr qu'il y a des trucs horribles. Il y a toujours eu des trucs horribles, sauf que maintenant on les voit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on partage le stress du monde entier. Comment voulez-vous qu'on s'en remette ?